On dit de rien faire. Je pense que non. Il aurait signifié, non? Tu veux que je leur envoie un SMS? Je veux qu'il me dise si je peux. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Bien, bonjour à tous et à toutes. Avant d'ouvrir la session Afravi, qui sera consacrée à la santé mondiale, nous voulions avant tout rendre hommage à notre collègue et ami Mactar Ndiaga Diop, qui vient de nous quitter prématurément. Cette nouvelle nous affecte tous profondément, notre communauté médicale, notre communauté d'acteurs engagés. Et Mactar était un acteur engagé, un médecin très engagé qui a longtemps travaillé au CTA de Fannes et puis qui avait rejoint en 2018 l'équipe de suivi et d'évaluation du CNLS. Mactar devait aussi participer activement et communiquer à l'occasion de cette conférence Afravi sur les facteurs associés à la mortalité des PV-VIH sous traitement antirétroviral. Nous sommes tous profondément touchés par cette disparition. Nous perdons un collègue remarquable, très engagé, de grande qualité humaine, médicale, scientifique. Nous tenons à transmettre toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches, à tous ses collègues, au CNLS, et nous allons poursuivre nos engagements et nos combats en pensant à Mactar Ndiaga Diop, qui reste avec nous par la pensée. Merci. Je vais maintenant passer à l'ouverture de ce symposium Afravi qui est consacré à la santé mondiale. C'est un moment très important pour toute notre conférence et je suis très heureux d'assurer cette animation avec Jean-François Delfrécy, que vous avez entendu ce matin et qui est à mes côtés. Bien entendu, le choix de notre symposium sur la santé mondiale s'imposait dans les évolutions que nous avons connues en 2020. Ce matin ont été rappelés les principaux éléments épidémiologiques de la situation de cette pandémie. Nous avons franchi les 50 millions de cas, nous avons dépassé les 1 300 000 décès et nous sommes confrontés à une situation qui aujourd'hui n'est pas maîtrisée. La deuxième vague est là, en Europe en tout cas, en France. La répartition de cette maladie, elle est extraordinairement inégale. Elle est inégale au plan géographique, elle est inégale au plan social, elle est inégale au plan économique. Ne serait-ce que sur le plan des données épidémiologiques, la France a 25 fois plus de cas que le Sénégal, 30 fois plus que la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Ceci nous pose bien sûr de nombreuses questions. Et surtout, nous avons besoin de comprendre, pour le prévenir, l'impact de cette épidémie, non seulement sur les populations exposées, mais sur les comorbidités, sur les systèmes de santé. Vous avez peut-être
entendu Meg Doherty ce matin analyser pour l'OMS les conséquences de cette pandémie en matière de prise en charge du VIH, mais aussi sur les systèmes de santé. Nous allons nous poser la question à Afravi de l'impact de cette maladie sur la santé mondiale, au sens de cette stratégie planétaire d'engagement et aussi de réduction des inégalités de santé. Et nous allons notamment commencer par tenter d'analyser dans cette crise mondiale la complexité des relations entre les scientifiques qui doivent et qui cherchent à savoir, les politiques qui doivent décider et les citoyens qui doivent et savoir et contribuer à la décision. Nous voyons combien aujourd'hui nous sommes confrontés à ces interactions extrêmement complexes et que nous allons analyser grâce aux engagements de Jean-François Delfraissy. Je ne présente pas Jean-François Delfraissy, je crois que nous connaissons tous de très longue date. Je voudrais souligner que Jean-François Delfraissy est aussi un fondateur et un fidèle de Afravi, outre les multiples responsabilités internationales et nationales qu'il a assumées pendant des années au regard de la NRS, au regard des pandémies, sur la lutte contre Ebola, et aujourd'hui, tout particulièrement, dans l'accompagnement de cette crise de la pandémie, en particulier en France. Nous allons donc passer la première vidéo, et puis surtout, n'oubliez pas de poser les questions. Pour bien poser vos questions, il faut que vous alliez dans l'item « Poser les questions », car ce qui va être dit est très important, et ce qui est le plus important, c'est que nous répondions à vos questions et nous débattions ensemble. La vidéo, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de ce sympo autour d'Afravi et je voudrais finalement discuter avec vous des relations entre les scientifiques, la science et les politiques, puisque c'est une et le citoyen bien sûr, c'est une des grandes questions de Covid-19. Je vais donc vous parler finalement du positionnement du comité scientifique français. Et à partir de là, on élaborera peut-être une réflexion plus globale. Le comité scientifique français a été créé début mars 2020, à la suite d'un signal d'alerte que j'avais donné à l'Élysée fin février, en raison à la fois de ce qui se passait en Italie, des données de prévision qui commençaient à sortir de l'Institut Pasteur. On a eu une première réunion à l'Élysée avec 25 scientifiques pour faire le point autour à la fois du président et du Premier ministre de l'époque. Et puis, une semaine plus tard, il a été décidé dans la foulée qu'on crée ce comité scientifique auprès des autorités sanitaires et du président de la République et du ministre de la Santé. Et on m'a demandé de le présider. Et vous voyez, vous avez les principales dates ensuite qui font qu'on est rentré tout de suite dans, je dirais, un peu dans le dur, puisqu'on a discuté avec dès le 12 avec les politiques de finalement l'entrée dans le premier confinement. Alors on a eu deux grandes parties, vous le savez. Maintenant, on a eu le confinement, puis ensuite le déconfinement, puis cette phase de l'été très particulière où la France et les Français n'en pouvaient plus et se sont relâchés, ont relâché les mesures de distanciation civique et distanciation sociale. Et puis, on est rentré depuis début septembre dans la deuxième phase, c'est-à-dire l'arrivée de la deuxième vague. Alors, le comité scientifique avait prévu cette deuxième vague. Nous l'avions écrit, nous avions anticipé, nous avions dit ce qu'il fallait faire, entre guillemets, pour essayer de la prévenir, et ceci dès notre avis du mois de juillet 2020. Nous avons de nouveau donné des signaux d'alerte, et en particulier, j'ai donné un signal d'alerte début septembre.
qui n'a pas été écouté, pas audible en fait, par le politique bien sûr, ni par les médias, ni même par les citoyens c'était une rentrée de mois de septembre qui se faisait dans le beau temps, les terrasses de café étaient pleines, la contamination, le virus circulait, commençait de façon massive, et les messages d'alerte ne sont pas passés. Ils ne sont passés qu'à partir de la fin septembre, et en même temps, il y avait un certain nombre de médecins qui passaient également sur les médias pour dire qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. Et malheureusement, l'avenir nous a donné raison, et vous voyez qu'on est actuellement rentré en France avec les grandes dates que vous avez sous les yeux, dans la deuxième vague, et puis dans des mesures d'abord autour de couvre-feu, puis un deuxième confinement depuis maintenant une dizaine de jours. Alors, tout ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous le savez, j'ai dirigé l'ANRS, puis j'ai été responsable de la lutte contre Ebola, mais là, on a affaire à quelque chose d'extraordinaire. Et on voit bien ce pari désert, le fait qu'on était tous persuadés qu'il n'y aurait pas de deuxième confinement. Il y en a un second à cause de la deuxième vague, comme je l'ai indiqué. Et ça pose la question, évidemment, de quelle est la place des décisions scientifiques. Il n'y en a aucune de décision, hein, je reviendrai là-dessus. C'est le politique qui décide. Et puis, de la place du politique qui essaie de trouver un équilibre entre, bien sûr, la vision sanitaire, la vision économique et la vision plus sociétale. Alors, les principaux chiffres, vous les avez là, hein, de la situation actuelle, où on est depuis début octobre avec une circulation du virus massive en France. On tournait autour de 50 000 cas, nouveaux cas journaliers déclarés, mais qui probablement correspond au double. On est arrivé à plus de 100 000 cas journaliers. Et avec les modèles qui permettent, à partir du nombre de cas, d'anticiper ce que vont être à la fois l'hospitalisation dans les lits classiques, puis ensuite ce qui se passe au niveau de l'encombrement des lits de réanimation. Et c'est l'ensemble de tout ça qui, évidemment, faisait qu'on a un système de soins qui est très largement en tension et en tension actuelle. Et ce n'est la grosse différence par rapport au premier confinement, c'est que ce n'est pas uniquement la région parisienne et le Grand Est, mais c'est l'ensemble de la France avec des zones tout à fait un peu inattendues de type Saint-Étienne et par exemple la région lyonnaise. Les chiffres, ils sont là avec ces entrées en réanimation importantes qui se sont fait relativement plus progressivement qu'au mois de mars et qui sont liées d'une part une meilleure prise en charge dans les lits d'hospitalisation plus classiques et évidemment avec moins de passages en réanimation. Mais les malades sont les mêmes, c'est-à-dire c'est toujours, une fois de plus, cette maladie Covid, elle est profondément inégalitaire, elle touche avec des formes sévères et des formes graves les gens de plus de 65 ans et l'immense majorité des décès, vous le savez, est survenue chez les gens de plus de 65 ans. Alors revenons maintenant à la question que je vous posais initialement, qui est la relation entre science et politique. Ce comité scientifique, il est constitué de 12 membres. On l'a voulu, il a été nommé par le ministre de la Santé après discussion, c'est-à-dire que j'ai eu mon mot à dire sur le choix des membres de ce comité scientifique. Et il est composé bien sûr de médecins, de réanimateurs, de virologues, mais aussi de spécialistes des sciences humaines et sociales, une anthropologue. Un certain nombre de gens sont issus d'ailleurs du milieu VIH. D'autres sont des éléments nouveaux. Et puis on a une représentante de la société civile avec la présidente de l'association ADT Carmonde. Alors la relation, elle pose sur 3 points. Je voudrais qu'on discute là de 3 points. L'indépendance, la notion du temps et la notion du doute. L'indépendance, c'est comment un comité qui est nommé par le politique peut-il trouver une place indépendante ? Et pourtant, il faut qu'il la trouve. Alors, d'une part, il y a sa composition. Nous ne sommes pas des hauts fonctionnaires. Nous sommes des médecins et des scientifiques. Donc, il n'y a pas de notion de hiérarchie. Le deuxième élément, c'est que l'immense majorité des cas de nos avis, ce sont des autosaisines. C'est nous qui mettons sur la table
un certain nombre de questions qui nous paraissent importantes. Enfin, c'est y compris dans la loi. Initialement, nous avons été créés un peu en urgence, mais ensuite on a été créés dans le cadre de la loi de crise sanitaire qui précise bien le rôle exact de ce conseil scientifique qui est d'éclairer le gouvernement pour les décisions sanitaires au cours de la crise Covid. Alors, c'est un point qui est important, c'est de se dire pourquoi fallait-il un conseil scientifique? Je constate d'abord qu'il y en a dans la plupart des pays européens. Et nous sommes d'ailleurs en relation avec un ensemble de pays européens pratiquement 3 fois par semaine avec les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, etc. Deuxièmement, il y avait une série d'agences que vous connaissez, qui sont Santé publique France, la Haute Autorité de Santé, la NSM. Et est-ce qu'il y aurait pu y avoir, par exemple, un modèle où les directeurs de ces différentes agences constituent un comité scientifique? Oui, pourquoi pas, finalement. Je constate seulement que quand on est directeur d'agence, et vous savez que je l'ai été, eh bien, on n'a pas l'indépendance que nous avons, puisque nous ne représentons que nous-mêmes. Hein, c'est le bloc qui fait la constitution du conseil scientifique. L'autre point, j'insiste, c'est sur la multidisciplinarité de ce conseil, qui est critiqué par certains en disant pourquoi ont-ils des chercheurs en sciences humaines et sociales avec eux, pourquoi n'ont-ils pas d'économistes avec eux. C'est un conseil qui est essentiellement sanitaire. Mais vous savez que le sanitaire, tout ce qui touche à la santé, touche évidemment à des grandes questions de société. Et donc, il était fondamental, et l'histoire du VIH nous l'a appris, que à la fois une part de la société civile puisse être présente, elle ne l'est pas suffisamment, et deuxièmement, que la vision des sciences humaines et sociales, qui sont des sciences à part entière, puisse être présente. Deuxième grande question, la notion du temps. La notion du temps s'est beaucoup accélérée. C'est le cas dans les médias où ils veulent des réponses dans l'heure. Le politique veut des réponses en quelques jours et on peut le comprendre par certains côtés. Et la science, elle prend du temps. Je rappelle souvent qu'il nous a fallu 15 ans pour les trithérapies, qu'il nous a fallu 9 ans pour les traitements de l'hépatite C, qu'il a fallu 18 mois pour un vaccin contre Ebola. Et on demandait des réponses aux scientifiques d'apporter en quelques semaines de nouveaux médicaments contre le Covid-19. J'ai dit d'emblée que ça ne pourrait pas marcher comme ça. Il nous faudrait de nombreux mois pour arriver à construire une pensée scientifique. Mais cette notion du temps, elle est en tension avec le politique qui, lui, a besoin de décisions rapides et donc d'être éclairé de façon rapide. Ça, c'est une première partie du temps. Il existe une deuxième partie du temps que j'ai appris à connaître là dans les dernières semaines. C'est quand un conseil scientifique donne des signaux d'alerte et que ces signaux d'alerte, parce qu'ils dérangent, parce qu'ils interpellent à la fois le politique mais aussi la société, eh bien, il y a une sorte d'ambiguïté sur le type de réponse et de lenteur à la réponse. Et on voit bien que la lenteur à la réponse, qu'il y a pu y avoir, par exemple, dans une certaine mesure, fin septembre, début octobre, sur les mesures à prendre, qui étaient très difficiles, je n'en disconviens pas, eh bien, nous met dans une position ensuite où la décision finale d'aller vers un deuxième confinement est évidemment beaucoup plus lourde. Plus on attend, plus on retarde la décision dans Covid, plus on se met dans une situation difficile. Le troisième point, c'est le doute. Par essence même, la médecine et la science est construite autour du doute. C'est un point fondamental que on a beaucoup d'entre nous avons fait des tests de science, on a fait 2 pas en arrière, un pas en avant, et alors même que le doute pour le politique, il ne l'accepte pas. S'il a un conseil scientifique, c'est justement pour lever les doutes qu'il peut avoir vis-à-vis de la crise sanitaire. Or, ça fait partie intégrante de notre métier d'avoir le doute. S'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de bonne science. Et donc, on est là dans quelque chose de complexe à leur expliquer. Je rappelle que la majorité de nos décideurs politiques sont issus de l'ENA, qui n'ont pas passé de thèse de science, contrairement, par exemple, à la classe politique allemande, où la majorité des gens ont passé une thèse de science en Allemagne. Donc, il y a une relation entre science et politique qui est différente. Alors, par contre, je voudrais lever une ambiguïté qui n'a jamais existé d'ailleurs, hein, sinon dans les médias, mais je reparlerai à la fin des médias. C'est sur le fait que le conseil scientifique ne décide rien du tout. Il n'y a pas de troisième pouvoir médical et scientifique qui s'est installé en France à l'occasion de Covid. C'est bien, il est là pour éclairer le politique et les décisions sont celles du politique.
Alors voilà les membres du conseil scientifique dont vous connaissez certains et donc avec, j'insiste sur la multidisciplinarité, c'est un exercice d'intelligence collective que nous menons et ce n'est pas la décision d'un seul homme. Alors dans les grandes phases de nos avis, et je vous rappelle que nos avis sont publics et on a souhaité qu'ils soient publics, qu'ils soient donnés pour les citoyens, même s'ils sont parfois retardés dans le fait qu'ils soient rendus publics. On les donne d'abord, et c'est normal, aux autorités sanitaires, et qu'ils les rendent parfois publics avec quelques jours de décalage. Mais ils sont publics. Alors, vous les avez, je ne vais pas y revenir, pour vous dire qu'on a, dans les deux grandes phases, qu'on a eu d'abord des choses autour du confinement, puis ensuite de comment on prépare le déconfinement et donc quels sont les prérequis pour le déconfinement. Et puis, bien sûr, sur la deuxième phase, et qui est la phase qui nous occupe actuellement, je rappelle que le Conseil scientifique avait émis l'idée et le fait qu'il y aurait très probablement une deuxième vague et qu'elle serait difficile à gérer dès le mois de juillet, que les signaux ont été donnés dès septembre, qu'on a refait un avis sur la période de l'isolement de mise à 7 jours, qu'on a émis un avis d'alerte fin septembre et enfin un avis pour le politique d'une situation de crise sanitaire sur la mi-octobre qui a conduit finalement à une décision de confinement. Donc vous voyez comment finalement à la fois quand on écrit, on construit la pensée et c'est délivré ensuite au politique qui lui-même prend les décisions. Alors, certains points ne sont pas traités par le Conseil scientifique. Il y a eu un autre conseil jusqu'à mi-juillet qui était dirigé par Françoise Barré-Sinoussi, qui est CARE, et qui s'occupait plutôt des aspects de recherche. Et qui a fait un bilan et qui a conduit finalement à l'idée d'ailleurs qu'il y aurait une réunion entre l'ANRS et puis Reacting pour construire une nouvelle agence de réponse aux maladies émergentes et en particulier à Covid, mais pas seulement. Nous, bien sûr, un certain nombre de membres du conseil scientifique sont impliqués dans la recherche, et vous le savez, mais nous n'avons pas directement traité de ces questions de recherche. Notre premier avis sur les thérapeutiques, il date du mois de juillet. C'est-à-dire que, avant de donner un avis, nous avons attendu d'avoir les résultats des grands essais, montrant en particulier qu'il n'y avait pas d'effet de l'hydroxychloroquine, qu'il n'y avait pas d'effet du Kaletra, et qu'il n'y avait pas d'effet, on le sait maintenant également, ou un effet extrêmement modeste, pour ne pas dire pas d'effet d'ailleurs, du remdesivir. Donc, notre position vis-à-vis à la fois des aspects thérapeutiques et de la recherche en thérapeutique, il n'a commencé à se faire qu'à partir du mois de juillet. Alors, où on en est maintenant? On en est maintenant avec on est rentré dans le confinement numéro 2, qui est un confinement qui est allégé par rapport au premier confinement, et vous le savez. Certains disent qu'il est survenu un peu tard, certains disent qu'il n'est pas suffisamment fort. Écoutez, moi, je suis là en train de regarder avec le conseil scientifique sur un certain nombre de marqueurs sanitaires, de marqueurs de transfert de population qu'on peut avoir et de mouvements de population qu'on peut avoir par Google, de quantification des différents index et en particulier du niveau de contamination dans la population la plus âgée, qui est quand même le cœur de cible à protéger entre guillemets. Et le point en effet important sur lequel on peut s'arrêter, c'est que à côté des mesures de restriction, quel est notre objectif? Notre objectif principal, c'est de protéger la population la plus vulnérable. Et on sait que cette maladie, une fois de plus, je l'ai dit tout à l'heure, elle est profondément injuste. Elle est injuste parce que les populations les plus âgées, les populations les plus précaires, les populations migrantes sont plus touchées que d'autres et plus susceptibles de développer des formes graves. C'est vrai en France, c'est également vrai à l'étranger, on le sait maintenant. Et donc, notre premier objectif, c'est de protéger cette population des plus âgés. Et puis, les objectifs qui suivent ensuite, eh bien, sont de réduire la circulation du virus, de faire descendre le nombre de contaminations journalières de plus de 100 000, c'est-à-dire on était dans une situation qui était totalement intenable, hors de contrôle, pour redescendre après plusieurs semaines, voire 2 mois, inférieur à 5 000 par jour. Alors, qu'est-ce qu'on sait finalement pour contrôler ce virus?
il y a deux grands piliers de réponse, vous le savez, qui sont les mesures barrières et qui sont tester, tracer, isoler. Et on doit améliorer, tester, tracer, isoler. On fait actuellement plus de 2 millions de tests par jour en France. Il faut qu'on arrive à mieux tracer et à mieux isoler. Et c'est l'enjeu majeur qu'on va avoir à la sortie du deuxième déconfinement. L'ensemble donc d'un certain nombre de points de contamination, et vous les avez sous les yeux, sont des points importants, et donc c'est logique ensuite que dans le confinement, ces points-là sont des points durs. Je sais, difficile pour ces commerces, mais c'est les points durs de niveau de contamination. On peut s'interroger là maintenant s'il ne faudra pas aller vers un testing de masse au niveau de population. Vous savez que ça a été réalisé dans certains pays, et on est en train d'y réfléchir, c'est-à-dire de tester de façon extrêmement large l'ensemble de la population pour refaire descendre encore le niveau de circulation du virus. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir tenir encore 6-7 mois. On aura possiblement une troisième vague au mois de mars. Dans quelles conditions encore, je ne sais pas. Et puis ensuite, on va avoir, c'est un virus qui va devenir saisonnier, donc qui va se modifier avec le printemps, et on aura probablement les premiers effets vaccinaux à partir du printemps. Alors, dans les différentes avances qu'il peut y avoir et qu'on a pu avoir au niveau thérapeutique, vous les avez sous les yeux. Je dirais que on n'a pas de médicament contre le Covid spécifique avec un antiviral qui est dirigé contre le virus. Les avancées majeures, elles sont autour de la prise en charge des formes graves, vous le savez, avec l'utilisation des corticoïdes ou des antirécepteurs de l'IL-6. Le deuxième élément sur lequel qui est un point positif, c'est qu'il y a une relative stabilité de ce virus avec très peu de mutations ou des mutations minimes, ce qui est un bon point. Le troisième point majeur, c'est l'immunité en population. Après la première vague, on était autour de 12% en région parisienne, 6% dans l'ensemble de la France. La question posée, c'est est-ce que ce qui se passe depuis le mois de septembre, est-ce que cette immunité en population est en train de monter? La réponse est probablement oui. On est en train de le regarder, mais on pourrait sortir de cette deuxième vague avec une immunité en population qui soit plutôt autour de 20% en région parisienne. Et enfin, on a probablement une utilisation d'anticorps monoclonaux à visée à la fois thérapeutique, c'est ceux qui ont traité le président américain, vous le savez. On peut les utiliser probablement peut-être à visée préventive, puisque c'est des durées de vie qui durent plus de 6 mois et qui peuvent être intéressantes sur le sujet. Alors, je voudrais juste terminer sur cette slide pour revenir sur les relations entre sciences politiques et société. La décision, je le rappelle, elle est politique. Le comité scientifique n'est là que pour éclairer le politique. Le point important est que ça soit public et qu'on soit dans la transparence. Les Anglais qui n'avaient pas d'avis public se sont rangés à cette vision-là et ont maintenant des avis également qui sont publics. Nous avions demandé qu'il y ait la constitution d'un comité citoyen qui soit non pas au sein du comité scientifique, mais à côté, entre guillemets, et sur lequel il puisse y avoir de la discussion, comme ça peut se faire avec un éclairage des grandes questions qui peuvent se poser. On voit bien, par exemple, sur quand vont arriver les vaccins, quel type de stratégie, quelle sera l'acceptabilité, si on part sur un testing de masse, comment le faire. On a jusqu'à maintenant une vision de vision citoyenne et de responsabilité individuelle. Faut-il aller un peu plus loin et, par exemple, pour les personnes qui sont dépistées, être plus strict sur les lieux et les capacités de l'isolement. Voilà toute une série de questions qui ne sont pas d'ordre sanitaire, mais qui sont d'ordre sociétal. On rejoint là, vous savez, le fameux triangle de la démocratie sanitaire, où il y a une grande décision en termes de santé et de santé publique. Elle se prend avec les 3 parties du triangle. C'est le politique qui décide, c'est le scientifique qui éclaire, et c'est le citoyen qui donne son avis également pour ce qui va lui être finalement administré, entre guillemets, soit comme mesure de santé publique et comme mesure de coercition, soit comme grande thérapeutique de type vaccinal. Donc, c'est bien cet enjeu qui est sur la table. Et il faut dire que on sort de là, ces 8 mois de Covid,
avec un climat de confiance qui n'est pas si bon que ça. Il n'est pas bon entre, d'une part, le grand public et le politique, c'est pas nouveau en France, mais il n'est pas bon non plus entre le grand public et les scientifiques et les médecins. À la fois, il y a des choses extraordinaires qui sont reconnues et la prise en charge a été très soutenue, vous le savez. Et puis, à cause, et je suis très critique sur les médias et en particulier sur les chaînes de télé continues, où on est dans le grand barnum et où un certain nombre de nos chers collègues ont dit des choses qui n'étaient pas vraies, ont créé le doute, et mettez-vous à la place du citoyen qui, quand il écoute, qui croire, etc. Et donc, il y a un problème de vraie régulation au niveau de la présence des scientifiques sur les médias, et je voudrais terminer là-dessus en disant que je nous souhaite à tous, finalement, de se sortir mieux de cette deuxième vague. Merci beaucoup. Trop long. Super. Je pense qu'on y est. Très bien. Un grand merci à Jean-François pour nous avoir présenté la complexité, les enjeux de cette triangulation politique, scientifique, citoyen. Avant de passer aux questions qui nous sont posées et sur lesquelles nous allons revenir, nous allons prendre un temps de discussion maintenant. Et je voulais te demander, Jean-François, on a vu pendant cette crise une divergence importante des positions des médecins, dans ce Barnum d'ailleurs, que tu as évoqué. Et en même temps, par rapport au comité scientifique, est-ce qu'il y avait une véritable diversité d'appréciation ou est-ce que finalement vous vous êtes retrouvé autour d'un positionnement consensuel? Parce que ça nous pose question d'avoir vu cette explosion d'avis divergents et puis un comité scientifique qui, d'une certaine manière, ne parlait que d'une voix. Non, c'est une très bonne question. D'abord, le Barnum, avec un certain nombre de scientifiques, il a été construit par les médias. Hein. Je vous rappelle que la minute de publicité sur BFM Télé ou les autres médias a été multipliée par 3 en termes de coûts de publicité par rapport à 2020. Donc, on est dans un modèle de business model. Hein. Il ne faut pas attendre d'eux autre chose. Alors, là où on peut questionner, c'est pourquoi ils ont laissé une place aux sceptiques, aux gens qui contestent en permanence, qui ont fait croire que finalement, il n'y avait pas d'unanimité. Je ne suis pas sûr qu'au niveau de la communauté médicale, finalement, il n'y ait pas quand même, sur un certain nombre de grands fondements, des gens qui pensent la même chose. Au niveau du comité scientifique, on essaie de construire avec un consensus, pas un consensus mou. Hein. Moi, depuis longtemps, j'essaie de construire avec des consensus, mais avec des consensus qui peuvent être durs, c'est-à-dire où on va vers quelque chose qui est difficile à obtenir. Et puis, on y arrive et on a prévu, et c'est d'ailleurs, ça arrive dans certains avis, qu'il peut y avoir un avis minoritaire qui peut s'exprimer et on le met en toutes lettres. On l'avait conçu d'ailleurs dans notre règlement intérieur. Globalement, je dirais, c'est un groupe qui est très soudé, qui a l'information en même temps. Hein, on travaille pas mal quand même à partir aussi de prévisions et c'est là où il y a probablement, où il faut qu'on explique mieux pourquoi finalement on peut anticiper. On n'est pas des devins. Hein. Si on anticipe dès le mois de juillet qu'il y a une deuxième vague, c'est qu'on a déjà des prévisions qui suggèrent qu'il va y avoir cette deuxième vague d'une certaine façon. Et donc ça, il vaut mieux qu'on l'explique encore plus au grand public. Merci. Alors, nous avons beaucoup de questions et ça nous réjouit beaucoup. D'abord, je voudrais répondre à une question qui est arrivée sur la situation de la recherche du vaccin efficace. Donc, je voudrais dire à cette personne qui est du Congo, je crois, qui a eu un exposé remarquable par le professeur Brigitte Autran ce matin en plénière. Et je préfère peut-être pour gagner du temps vous renvoyer à cet exposé qui sera en replay, comme tous les exposés de cette conférence, qui seront mis en replay dans les 48 heures. Donc, tous ceux qui se posent des questions légitimes sur le vaccin auront des réponses très détaillées. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur le vaccin quand même. Non, l'exposé de Brigitte Autran était vraiment totalement remarquable. Écoutez-le et vous verrez que vous serez très, très au point sur ce qu'on sait ou qu'on ne sait pas sur les vaccins. Alors, plusieurs questions qui se recoupent concernent effectivement cette situation beaucoup moins grave qu'on l'avait redoutée en Afrique. Pourquoi ça paraît moins grave? Est-ce qu'on a des explications? Est-ce qu'il y a une analyse sur les raisons de cet impact, je dirais en tout cas au plan de nombre de cas,
qui est bien moins dramatique que celui que nous connaissons en Europe ou dans d'autres pays? Non, comme vous le savez, on n'a que des suppositions, hein. Alors, la première est de dire qu'on sous-estime probablement l'atteinte de Covid-19 dans le milieu africain. C'est probablement un peu vrai. Ce n'est pas non plus, ça sortirait, ça aurait fini par sortir là maintenant. On manque quand même d'études de séroprévalence, hein. Il y en a quelques-unes qui existent. Il y en a une qui est menée d'ailleurs par des équipes de l'ANRS en cours et par Eric Delaporte. On a des données en Afrique du Sud, dans certains pays d'Afrique de l'Est également, qui montrent très clairement que l'Afrique a été jusqu'ici, en tout cas, beaucoup moins touchée. Alors, les explications, il y en a plusieurs, hein. Il y a d'abord la démographie, hein, qui est un élément essentiel pour les formes sévères et les formes graves, mais pas forcément pour l'infectiosité. Quand on est jeune, le risque d'être infecté, il est comparable à celui d'une personne plus âgée. Une fois de plus, ce sont les personnes plus âgées qui développent ensuite beaucoup plus facilement des formes sévères et graves. Mais quand même, l'aspect démographique est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une vie à l'extérieur qui est plus importante, qui reste plus importante quand même en Afrique qu'ailleurs, et qui n'est pas une vie, c'est pas une vie il y a des vies de grandes villes, là, il y a d'énormes métropoles en Afrique et qui auraient pu être touchées également dans les mêmes conditions. Dans les discussions que j'avais pu avoir avec un certain nombre de collègues en mai, je me souviens très bien de Serge Éolier me disant que à Abidjan, par exemple, c'était beaucoup, je dirais, les gens, les Ivoiriens qui vivaient un peu, je dirais, à notre manière de Français ou de Blancs, hein, qui avaient été plus touchés, entre guillemets, que les Ivoiriens vivant comme les Ivoiriens, hein. C'est-à-dire ceux qui vivaient plutôt dans une atmosphère de confinement lié de lieux confinés, liés aux lieux climatisés, etc. Alors après, il y a troisièmement, il y a le fait qu'il y a en Afrique en général, il y a un système immunitaire qui est hyper activé en permanence par une série d'autres infections. Et donc, avec un système immunitaire qui est, je dirais, un niveau de réponse et de répertoire donné contre les agents infectieux, pas spécialement le Covid, mais qui est très élevé. Et dans une réponse immunitaire, il y a une partie spécifique, dont tu as parlé très bien, Brigitte Transmartin, il y a une partie non spécifique, c'est-à-dire qui accompagne, entre guillemets, la réponse immunitaire non spécifique. Et elle a une action, et elle peut avoir une action éventuellement pour protéger contre le Covid. Donc, sur un modèle de système immunitaire qui est beaucoup plus activé, lié aux infections multiples et variées qu'il peut y avoir en Afrique, on peut imaginer qu'il y a un effet protecteur. Et puis après, certains évoquent éventuellement des thérapeutiques locales. Ce n'est pas l'hydroxychloroquine, hein, qu'on soit bien clair, mais des stratégies locales qui pourraient éventuellement avoir un effet. Donc tout ça, je pense que ça manque de data, et c'est l'occasion de dire participez aux études dans les différents pays auxquels vous êtes, qui sont présentées par les agences de recherche, l'ANRS en particulier, mais aussi Reacting, pour essayer de comprendre pourquoi, en effet, quels sont les chiffres et pourquoi ça se passe ainsi. Merci. Alors, justement, à propos d'hydroxychloroquine, il y a une question qui pose sur pourquoi toutes ces divergences d'appréciation médicale? Quel regard tu portes sur l'ampleur des divergences et les clivages qu'on a entendus, qui ont quand même été assez délétères? Oui, qui a été un élément extrêmement fort et délétère à mes yeux de la première phase, en tout cas jusqu'à juin 2020. Bon, l'équipe de Marseille, pour ne pas la citer, qui est une excellente équipe par ailleurs, hein, de recherche fondamentale en termes de microbiologie et de virologie, a au cours des dernières épidémies, à la fois le chikungunya, Ebola, etc., à chaque fois a posé sur la table en disant il va y avoir une action de l'hydroxychloroquine. Parce que, en raison des mécanismes d'action qui sont justement non spécifiques sur un certain nombre de points. Et là, donc, il y a eu la même vision, je dirais, de départ, et avec les quelques premières données chinoises. Et puis ensuite, voilà, ça aurait pu être vrai. Moi, à vrai dire, je n'avais pas d'opinion, qu'on soit clair. C'est pour ça que j'étais extrêmement prudent dans la position du Conseil scientifique, de dire, puisqu'il y a une question posée, on essaie de la résoudre, y compris dans un climat d'urgence, avec une étude randomisée bien faite. L'urgence sanitaire
ne doit pas compromettre la qualité de la recherche opérationnelle et de la recherche clinique qui est faite. Voilà. Et les datas montrent très clairement que quel que soit le type d'utilisation, en intra-hospitalier, en extra-hospitalier, ce sont plus des datas français, on n'est plus dans un débat franco-français, on est dans un débat qui est au niveau international. Tous les essais randomisés, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce qu'on serait très content d'avoir un médicament contre le Covid, il faut être clair, hein, cher. et malheureusement ne montre pas d'efficacité d'hydroxychloroquine. Monsieur Aurore, pour revenir rapidement sur la question très débattue du confinement, déconfinement, plusieurs questions. L'une, faut-il confiner davantage l'Afrique? Et même, faut-il un confinement beaucoup plus important en France, qui aujourd'hui suscite des débats assez vifs pour beaucoup de raisons, des raisons sans doute sanitaires, mais aussi des raisons économiques? Alors, c'est toutes ces grandes crises, hein, comme je l'avais indiqué dans mon topo, une crise sanitaire devient obligatoirement très vite une crise politique, puis ensuite une crise sociétale. Et une crise sanitaire de l'ampleur de Covid ne fait qu'accentuer les déséquilibres et les inégalités de prise en charge dans la santé. Et c'est le cas en France, c'est le cas dans d'autres pays. Et les mesures, clairement, vous avez tous compris que l'innovation jusqu'à maintenant, ce que sait faire la médecine de très haut niveau, n'est pas au rendez-vous. Mais ça ne m'étonne pas. Moi, je l'ai dit d'emblée aux politiques, il nous faudrait des mois pour arriver à ce que la médecine sorte de l'innovation qui permette d'apporter quelque chose dans la lutte contre le Covid. Je vous rappelle qu'il nous a fallu 15 ans pour les trithérapies sur le VIH, qu'il nous a fallu 9 ans pour des traitements pour éradiquer l'hépatite C, qu'il a fallu 18 mois pour un vaccin contre Ebola, et là, tout le monde souhaitait avoir des résultats en quelques semaines. Eh bien, c'est bien ce que j'évoquais dans la notion du temps, ce n'est pas possible. La science, il faut du temps de construction. Et on a vu les premiers résultats des essais randomisés au mois de juin, on aura des premiers résultats vaccinaux au premier trimestre 2021, et on aura peut-être des progrès sur les anticorps monoclonaux dans le deuxième trimestre de l'année 2021. Alors, sur les réponses, elles sont donc des réponses de santé publique. Et les réponses de santé publique, elles passent par les messages d'acceptabilité de mesures de santé publique et d'acceptabilité individuelle par rapport à une vision collective. Et donc, le coup près, entre guillemets, quand ces messages n'arrivent pas à passer et quand on a une circulation virale qui est trop importante, c'est en effet le confinement. Le confinement est une mauvaise réponse à une très bonne question. C'est une mauvaise réponse à une très bonne question. Mais il n'y a pas d'autre réponse, à certains moments, quand on arrive à ce niveau de circulation virale. Il y a des niveaux dans le confinement. Alors, sur ce deuxième confinement, il est clairement allégé par rapport au premier, et on a été très clair au niveau du comité scientifique pour indiquer qu'il fallait conserver les écoles, que c'était fondamental pour à la fois cette nouvelle génération qui existait, et deuxièmement, laisser repartir une partie de l'économie, à la fois pour l'économie elle-même, mais pour le citoyen. Fondamentalement, on est là pour aider le citoyen à se sortir de cette impasse extrêmement difficile. Les coûts. Pour vous donner un ordre d'idée en France, le coût à la louche du coût direct du couvre-feu, c'est environ 1 milliard d'euros par mois. Le coût d'un confinement de type allégé, tel qu'il est actuellement, il est plutôt autour de 10 milliards d'euros par mois. Le coût d'un confinement plus dur tel qu'il était au mois de mars, il se situe entre 15 et 20 milliards d'euros par mois. Donc, la décision, l'objectif sanitaire et la vision sanitaire, elle est évidemment essentielle, mais elle n'est pas la seule. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté pour le politique de trouver une ligne de crête entre admettre que le sanitaire est essentiel, admettre également que l'économie est essentielle. La question qu'on veut se poser, que j'ai vu poser après, c'est où se situe la vision citoyenne? Il ne l'a pas suffisamment mis sur la place. Moi, je le dis très clairement. La part des citoyens dans la réflexion autour de ça n'a pas été suffisamment donnée. La parole citoyenne. Ce qui est un comble quand on a vécu 20 ans de VIH, on a construit avec la vision citoyenne, le comité scientifique avait demandé la constitution d'un comité citoyen. Eh bien, vous voyez que on va l'avoir. Là, je crois qu'il va être monté maintenant. Il arrive, enfin, mieux vaut tard que jamais. Mais il arrive avec quand même X mois de retard. Un grand merci Jean-François. Je pense qu'on pourrait continuer à débattre jusqu'à la nuit tombée.
parce que c'est vraiment considérable. Il y a beaucoup de questions, on s'en pose tous énormément, mais par respect aussi pour les autres intervenants, il ne faut pas qu'on mange trop de temps. Si nous avons encore un peu de temps à la fin, on pourra reprendre un certain nombre de questions et débattre. On enverra les réponses aux questions qui ont été posées. Mais là, on voit bien la complexité des enjeux. J'avais presque envie, en dernière question, de demander si tu avais un regret de ce qui n'a pas été suffisamment entendu, mais je crois que tu as répondu en disant peut-être la participation citoyenne. Oui, moi j'ai 3 regrets. La participation citoyenne, comment on n'a pas réussi à faire passer le message de la deuxième vague au mois de septembre, à la fois aux politiques, mais aussi aux citoyens. Ouais. Et le 3e regret, c'est sur le premier confinement, ne pas avoir suffisamment entouré nos anciens au niveau des EHPAD. Bien qu'on y ait pensé, mais ne pas les avoir suffisamment accompagnés. Merci Jean-François. On va méditer sur toutes ces questions-là et nous allons quand même passer à l'intervention suivante. Alors, je crois que je dois me remettre le pupitre ici. Alors, c'est un très grand plaisir de présenter pour la prochaine communication Stéphanie Ciumbiano. Stéphanie Ciumbiano est maîtresse de conférence au département de Sciences Po à Paris 1. Elle a beaucoup travaillé dans les pays du Sud, comme on dit, ancienne déléguée de la Croix-Rouge française dans beaucoup de pays, et aussi très engagée, notamment avec Soltis, dans la mise en place de la politique des CTA. Et puis, un engagement aussi avec Expertise France dans l'initiative 5%. Je fais très court, il y aurait encore, Stéphanie, beaucoup de choses à dire, en particulier ta contribution au livre de santé publique sur le chapitre santé mondiale que tout le monde Et coordinatrice de santé mondiale 2030. Et la coordination de Santé mondiale 2030. De santé mondiale 2030, voilà, et j'allais venir là-dessus. Tu es la coordinatrice du think tank Santé mondiale 2030 et à l'origine de la publication de beaucoup de documents très, très passionnants là-dessus. Voilà, donc bien, nous allons t'entendre sur le sujet finalement du Covid face à la santé mondiale dans la perspective, j'allais dire historique, de la santé mondiale et du VIH et quels sont finalement les liens, la filiation entre ces deux virus dans cette approche. On peut lancer la vidéo. Ravie d'être avec vous. Ma présentation d'aujourd'hui va porter sur le concept de santé mondiale et sur son évolution du sida jusqu'à la Covid-19. Alors, en premier lieu, un point de définition sur ce qu'on appelle la santé mondiale, donc ce nouveau concept qu'on utilise de plus en plus, qu'on entend de plus en plus, mais qui a progressivement émergé depuis la fin des années 90. Donc, on reprend souvent cette définition de Joseph Kaplan, un chercheur américain, donc, qui définit la santé mondiale comme un domaine d'études, de recherche et de pratique dédié à l'amélioration de l'état de santé et à la recherche d'une équité en matière de santé pour toutes les personnes et dans le monde entier. Donc, après cette définition un peu théorique, on peut passer à une définition plus opérationnelle. Alors, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un enjeu de santé mondiale? Donc, on peut utiliser 3 critères, en fait. Donc, c'est d'abord un enjeu dont la portée transcende réellement ou potentiellement les frontières du pays qui l'ont vu naître. Ensuite, c'est un enjeu qui appelle à une réponse ou à une action collective au niveau mondial. Et enfin, c'est un enjeu de santé qui appelle à une approche multidisciplinaire et multisectorielle. Je vais y revenir. Donc, en gros, on a vraiment cette idée que la mondialisation a atteint un tel niveau qu'on ne peut plus regarder les questions de santé avec le même regard. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer pendant ma présentation, c'est de voir à quel point le sida et la Covid sont 2 maladies qui sont profondément emblématiques de la santé mondiale, de cette nouvelle façon finalement de considérer les problèmes de santé. Donc, ce sont évidemment 2 maladies infectieuses très différentes l'une de l'autre, par leur nature, par leur mode de transmission, par leur histoire, par le fait aussi que l'une est chronique et l'autre pas. Donc, il ne s'agit pas du tout ici de les comparer ou au contraire d'établir un rapprochement entre elles, mais juste de montrer de quelle façon est-ce qu'elles sont l'une et l'autre emblématiques de la santé mondiale et comment est-ce qu'elles ont contribué aussi à l'émergence de cette nouvelle approche santé mondiale. Alors, donc, le premier critère, c'est, pour reconnaître un enjeu de santé mondiale, c'est qu'il est un problème de santé qui, par son ampleur potentielle ou réelle, transcende les frontières. Alors, évidemment, et ça, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, le sida a été la première maladie à faire de la santé une question mondiale. D'ailleurs, on dit souvent que c'est le sida qui a, quelque part, inventé la santé
mondiale, pardon. Alors du coup, bon, trois facteurs ont contribué au fait qu'on va considérer souvent donc que l'épidémie de VIH est un phénomène mondial parmi tous. D'abord du fait de sa naissance même, en fait, on peut dire que dès sa naissance, le VIH a été marqué finalement par ce caractère profondément international, avec des premiers cas découverts en Californie, aux États-Unis, une découverte formelle du virus, une découverte réelle du virus en France en 1983 par Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier. Et puis par ailleurs, on sait aussi que l'origine du virus vient d'Afrique centrale dans les années 20. Donc finalement, les conditions d'émergence et de découverte du virus sont déjà profondément marquées justement par ce caractère international. Alors sur ce point, le parallèle avec la Covid est intéressant. Donc on est aussi, pour le coup, de fait dans une crise mondiale et d'une ampleur sans précédent qui a touché et qui touche toujours quasi simultanément tous les continents et presque tous les pays du monde. Je crois savoir qu'il y a quelques îles au fin fond du Pacifique qui restent épargnées par la pandémie, mais au-delà de ces quelques îles paradisiaques coupées du monde, on a effectivement une maladie qui a atteint massivement l'ensemble finalement de la planète, faisant plus d'1 million de morts et contaminé plus de 35 millions de personnes sur tous les territoires depuis il y a maintenant 10 mois. Donc, le deuxième facteur qui fait qu'on considère le sida comme un phénomène profondément mondial, c'est le fait donc qu'aucune maladie jusqu'alors n'avait provoqué un tel choc. Donc en réalité, le sida n'était pas la première pandémie, hein. On a eu des épidémies mondiales de peste ou de variole au Moyen-Âge, mais on n'en avait pas conscience à l'époque. Donc finalement, le sida était la première maladie à marquer les esprits de cette façon par ce côté international. Donc après ce premier choc lié au sida, on a été confronté à d'autres pandémies, la grippe aviaire, H5N1, le SRAS, Ebola en 2014, mais évidemment, aucune n'aura eu l'ampleur ou la gravité de la crise Covid que nous traversons à l'heure actuelle. Et puis enfin, un autre point intéressant à remarquer dans le lien entre ces deux maladies, c'est leur mode de transmission qui sont pour l'une et pour l'autre profondément universels. Donc c'est vrai que ce sont à la fois des maladies puis les personnes âgées et les plus précaires pour la Covid. Mais les deux maladies ont la particularité de pouvoir potentiellement toucher tout le monde et leurs modes de transmission sont profondément universels d'une certaine façon. Transmission sexuelle pour le sida, notamment, et puis transmission par gouttelette ou par sécrétion pour la Covid. Et du coup, ces deux modes de transmission qui touchent finalement à l'intime et qui touchent à ce qui fait de nous, d'une certaine façon, des êtres vivants qui aiment, qui respirent, etc. Donc, ces modes de transmission vont renforcer encore cette perception de deux maladies qui sont profondément universelles. Alors, le deuxième critère pour reconnaître un enjeu de santé mondiale, c'est le fait qu'il nécessite une réponse collective au niveau international, au niveau global. Alors là, l'histoire du sida témoigne effectivement du fait que la mobilisation collective internationale est plus efficace que la somme des actions de lutte contre le sida qui peuvent être menées au niveau national. Et on peut considérer globalement que la réponse internationale au sida a été complètement inédite et exceptionnelle dans sa dimension globale, justement. Le VIH a été porté à l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2000. On a eu une Assemblée générale des Nations Unies consacrée spécifiquement à cette question. Donc, le VIH a véritablement était l'objet d'une mobilisation extrêmement importante qui s'est aussi déclinée sur le plan institutionnel, puisqu'on peut dire que la lutte contre le sida a quelque part renouvelé l'architecture de l'aide en santé avec la mise en place d'ONU-SIDA en 1994, donc c'était le premier programme interagence spécifiquement dédié à une maladie, et puis ensuite évidemment avec la création du Fonds mondial en 2002 qui a vraiment bouleversé là aussi le paysage institutionnel en instaurant ou en créant finalement ce nouveau modèle de partenariat public-privé qui allait ensuite inspirer Gavi et United. Et donc, cette nouvelle architecture de l'aide et cette réponse globale, elle a contribué aussi également à la mobilisation de ressources d'une ampleur complètement inégalée. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe côté Covid-19,
Donc, le premier mouvement a été un mouvement assez logique de repli sur soi, évidemment, où chaque pays s'est un peu concentré sur ses administrés. Mais on peut se demander si les choses ne sont pas réellement en train de bouger. Et certains gouvernements semblent avoir compris l'intérêt d'avoir une réponse solidaire, collective, globale. Je vais juste vous citer une citation d'Antonio Guterres dans un discours récent sur la Covid-19. Donc, le secrétaire général des Nations Unies disait « Aucun d'entre nous n'est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous ». Voilà. Donc, bon, il y a encore des pays qui ne la jouent pas collectif, comme on dit, mais on peut quand même considérer que les choses avancent de ce point de vue-là, en tout cas que la Covid va marquer les choses, va bouleverser les choses. On a eu des innovations sur le plan institutionnel aussi, avec la mise en place d'ACTA, mais ça, je crois que Louis en parle mieux que moi. Et puis aussi, on pense que la crise pourrait finalement provoquer une forme de reconfiguration de la gouvernance mondiale en santé. On évoque beaucoup notamment une possible réorganisation de l'OMS suite à la crise. Voilà. On a eu aussi une mobilisation financière, notamment autour du développement d'un vaccin. Voilà, donc une démarche collective pour mieux accéder à des tests, des traitements, des vaccins, etc. Mais on a du mal à réaliser ce que ça signifie vraiment concrètement sur le plan financier. Et puis, en tout cas, c'est encore très faible, effectivement, par rapport aux besoins. Donc, la route est encore longue. Le troisième critère, c'est finalement la réponse multidisciplinaire et multisectorielle. Alors là, pour le coup, la lutte contre le sida a été un vrai déclencheur sur le point, considérant qu'il fallait mobiliser pour lutter contre le sida des compétences et des énergies bien au-delà des professionnels de la santé, donc ou même de la médecine. Donc, on a évidemment la figure du patient expert, l'implication des personnes séropositives, tout ce qui concerne la mobilisation du monde associatif et communautaire, l'approche droits humains, la lutte contre les discriminations, et puis cette logique plus globale d'une participation de l'ensemble des acteurs, y compris d'ailleurs les acteurs du secteur privé et du secteur et des fondations, pardon. Donc, on a à la fois cette approche multi-acteurs, finalement, et puis aussi une approche multisectorielle avec cette idée que la crise est multifactorielle et que, du coup, pour lutter contre le sida, il faut aussi associer tous les secteurs, l'éducation, l'économie, l'environnement, etc., etc. Alors, pour le coup, la route est encore longue sur ces aspects en matière de lutte contre la Covid. Bon, le constat est évident pour tous. La crise Covid n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique, une crise sociale et peut-être même dans une certaine mesure une crise politique. On devrait donc théoriquement avoir une approche multi-acteurs, multisectorielle, avec une vraie logique de démocratie sanitaire. Alors pour le coup, on ne peut pas dire qu'on assiste réellement à l'heure actuelle à un modèle de riposte internationale qui mobiliserait justement l'ensemble de ces acteurs, médecins, chercheurs, juristes, militants associatifs, patients, citoyens, etc. Et de ce point de vue, on peut penser qu'il y a énormément de leçons à tirer finalement de la lutte contre le sida. Bon, il est évident qu'on est dans un contexte de crise très spécifique. Voilà, mais maintenant, certainement, si les uns et les autres prenaient le temps justement de tirer toutes les leçons de la lutte contre le sida, justement en matière de concertation au niveau international, en matière de centralisation des financements internationaux, en matière de mobilisation citoyenne, aussi sur tout ce qui concerne l'importance de la recherche, et notamment de la recherche dans les pays du Sud. Voilà, donc il y aurait en tout cas beaucoup de leçons à tirer de la lutte contre le sida pour mieux lutter contre la Covid-19. Voilà, donc en conclusion et en synthèse, donc vous l'avez bien compris, raisonner en santé mondiale, c'est considérer qu'il faut appréhender les problèmes à l'échelle du monde entier et qu'on ne peut finalement être efficace réellement contre ces problèmes de santé qu'avec vraiment une vraie logique collective, une vraie logique globale. Donc, ce que j'ai essayé de vous montrer avec cette présentation, c'est que le sida a été d'une certaine façon un véritable déclencheur de cette approche santé mondiale et puis que d'une certaine façon, il a été un laboratoire finalement pendant toutes ces années et que la crise Covid actuelle pourrait être un grand moment fort de prise de conscience de cette nouvelle ère de la santé mondiale. Voilà, je vous remercie. Voilà, un grand merci Stéphanie. On voit bien l'importance de ce lien qui renvoie à une stratégie. On va en discuter tout à l'heure. Avant d'ouvrir un deuxième temps de discussion, nous allons tout d'abord écouter Daniel Lobir,
qui va nous présenter le point de vue de l'OMS et l'analyse de l'OMS sur cette situation de crise. Un grand merci à Daniel d'être avec nous. Daniel Laubir est coordinateur de l'information stratégique à l'OMS. Il a travaillé pendant 10 ans au Fonds mondial comme directeur de la performance et de l'évaluation. Il possède un doctorat de l'université de Cambridge, mais il parle un français tout à fait remarquable. Je le remercie beaucoup. Et puis, pour ceux qui veulent le lire en anglais, je leur recommande cet ouvrage sur Innovative Health Partnerships. Mais pour l'instant, ça sera d'abord le point de vue de l'OMS sur cette crise. On envoie la vidéo et envoyez ensuite vous-même vos questions sur l'exposé de Stéphanie et sur celui de Daniel Laubir et on ouvrira un temps de discussion à la suite de ces deux présentations. La vidéo. Bonjour, c'est un grand plaisir de présenter sur le Covid et la continuité des services VIH. Je veux souligner les défis, l'énorme travail qui se fait dans les pays, mais aussi les réponses et les innovations qui arrivent en même temps. Il y a trois parties de ma présentation. D'abord, l'introduction. Je veux juste préciser une énorme diplomatie de la santé publique qui se fait à ce moment contre le Covid, contre le VIH et aussi les autres services essentiels dans le pays. Ça crée des énormes défis, mais aussi des réponses très fortes en Afrique, immédiates, surtout au niveau santé publique, et certains aussi au long terme, qui peut renforcer notre réponse à VIH. Deuxièmement, je vais présenter les données sur les perturbations et le contenu des services VIH, les services de notre département à l'OMS, et puis le contexte des services de santé plus large avec les données collectées par l'OMS et ONU-SIDA. Et comme conclusion, je veux souligner l'importance de vos réponses et des innovations qui se font à ce moment. D'abord, l'importance d'une politique de maintenance des services VIH et santé avec les recommandations de l'OMS et aussi trouver des façons de livrer les services plus directs, un peu simplifiés et aussi renforcer la réponse communautaire. Donc, les méthodes. À l'OMS, on regarde les données régulièrement pour la réponse sur la politique et nos recommandations, sur les stocks des médicaments et sur les perturbations des services dans les pays, pour le traitement, pour le testing et aussi pour la prévention. Ces données viennent de nos bureaux dans 144 pays. Je vais montrer les données par région. Et on le compare avec les autres données du Global AIDS Monitoring Data avec ONU-SIDA et plus largement pour voir le contexte de l'OMS dans la santé publique. On a fait les données en avril, juin et septembre et ils sont les données plutôt pour focaliser notre support dans les pays, donc les données très opérationnelles. Et ça souligne d'abord quand les stocks de médicaments baissent de moins de 3 mois, on peut aider pour la livraison dans les pays. Deuxièmement, pour les perturbations des services. Et là, on inclut le VIH, mais aussi les hépatites et les maladies transmises sexuellement. Et troisièmement, les perturbations pour les 25 services essentiels. Donc, on a une politique très forte à l'OMS avec des recommandations pour cette continuité. Donc, la première partie que je veux souligner, c'est l'application de nos recommandations sur le traitement pour le ARVs. Pour ces derniers 2 ans, on a vraiment promu une livraison plus directe par multi-month dispensing dans les pays. Alors, on regarde un grand renforcement de cette approche. Dans les 144 pays qu'on a regardés, on voit la majorité maintenant, ils livrent les médicaments 2, 3, même 6 mois. On voit 63% des pays à livraison de 3 mois pour les malades et même 8% vers 6 mois, qui donne beaucoup plus de flexibilité dans ces conditions de COVID. Et on voit aussi, quand on le regarde par région, on voit que l'Afrique est en avance.
sur l'application de ces recommandations. Donc, on voit dans la plupart des pays, on va vers une livraison de 3 mois vers 6 mois, de presque 20% des pays. Et ce n'est pas tout à fait le cas dans les autres régions, où on a 10, 20, jusqu'à 30% qui n'ont pas cette flexibilité de livraison de ces médicaments. C'est un contexte important pour l'application de traitement pour le VIH, mais aussi pour les réponses contre le COVID. On regarde aussi que ces applications de nos recommandations, ça commence à élargir aussi pour les opioid substitution therapy, pour les médecines prophylaxis, TPT, et aussi pour les hépatites B, les médicaments pour la hépatite C. Et dans le pays, on voit cet énorme travail de livrer ces médicaments aux gens malades dans les communautés. Et en même temps, dans ce moment de crise, de maintenir des niveaux de stock de ARV. Donc, on voit ce travail dans plusieurs pays où il va vers 3 et 6 mois, mais ils ont aussi parfois des problèmes de stock au niveau national. Il doit revenir en arrière vers 2, vers 3 mois. Donc, c'est vraiment un énorme travail d'équilibre de maintenir cette livraison de drogue malgré le défi de COVID. Et là, on voit le résultat de ces énormes stress dans le système, mais aussi vos réponses qui mènent un peu parmi nos régions. Qu'on voit, on a des problèmes de stock, mais c'est peut-être pas le cas le plus pire dont on a parlé au début. C'est dans certains pays, c'est focalisé. C'est comme 19 pays qu'on voit dans la région d'Afrique, qu'on a donné de l'aide. Mais c'est aussi dans les autres régions. Beaucoup de travail dans la région Asie, Amérique du Sud, travail pour la livraison, mais aussi pour avoir accès aux communautés, aux médicaments. Et on voit aussi les perturbations des services plus larges que le traitement à cause du COVID. Du testing, on voit beaucoup d'innovations, mais en même temps, des perturbations des services de testing dans les pays. Ça a un effet aussi sur le nouveau personne qui commence le traitement. Viral load monitoring, les services qui sont importants de prévention et de traitement pour les populations clés. Voluntary male circumcision, livraison des préservatifs, le testing pour la hépatite B, et puis une série de autres services qu'on regarde de près qui sont touchés par le COVID. Mais cet équilibre entre les perturbations et le travail remarquable dans les pays, ça l'effet à la fin, c'est que le VIH, c'est très important de le regarder dans le contexte des autres services santé. C'est pas dans les 10 services les plus perturbés dans les pays. Les 10 sont les services dentaires, réhabilitation, immunisation, les traitements pour les maladies non transmissibles, pour la contraception, les maladies psychologiques, le paludisme, mère, enfant et les cancers. Mais on doit quand même voir le VIH qui a des perturbations importantes. C'est dans les premiers 25. J'ai souligné dans ces données en rouge. Mais la plupart, 31%, c'est une perturbation modérée, importante mais modérée. C'est juste très peu où ça devenait très aigu dans ces pays. Donc, on regarde aussi de très près le VIH dans le contexte de maintenir partout les services essentiels de santé. Et le dernier donné qu'on regarde chaque mois, c'est les données routines pour les services du GAM qu'on regarde de près avec ONU-SIDA, nos partenaires dans le pays. Et en gros, les résultats qu'on voit là-bas, on voit les baisses quand même du testing dans les pays qui commencent en avril. En certains pays, on voit déjà que ça revient, mais en d'autres pays, on voit quand même une baisse du testing pour le VIH. On voit peu de pays
qui ont une baisse de nombre de personnes qui sont actuellement sur le traitement pour le VIH. Donc, on voit que beaucoup d'efforts pour maintenir le traitement pour les gens qui sont déjà sous le traitement. Mais on voit une réduction pour les personnes nouveaux pour le traitement, avec un certain revient dans certains pays. Et on voit un impact sur viral load testing pour VMMC et aussi une augmentation de problèmes de violence, gender-based violence dans les pays. Donc, en résumé, on voit que l'augmentation de gens sur le traitement vont pas augmenter comme prévu pour 2020. C'est dans un taux réduit. Mais on pense qu'on voit, et ça dépend de l'évolution de COVID, que ces services reviennent dans 2021, qu'on va arriver avec les efforts dans les pays à rattraper ces problèmes et perturbations qu'on a déjà vus. Et dernièrement, je veux juste souligner les innovations qu'on voit dans les réponses pays. On voit dans les pays deux choses. Malawi, on voit ils ont allé vers 6 mois de dispenser des médicaments. On voit qu'ils ont donné du support pour les services essentiels. On voit même les lignes de téléphone pour garder le contact avec les malades pour qu'on ait cette livraison et contact direct avec les gens sur le traitement. On voit dans les pays comme Namibie et partout dans ces régions qu'ils utilisent les systèmes de livraison communautaire, Differentiated Service Delivery. Aussi, ça renforce, c'est quelque chose qu'on a travaillé ces dernières années, mais on l'a vu un peu renforcer ces derniers mois. Et ça fait 2 grandes innovations qu'on souligne avec les réponses du COVID. Et dernièrement, ce qu'on voit qui est très important, c'est la maintenance du service de VIH dans le contexte des services essentiels pour la santé. Voilà la politique et les recommandations de l'OMS que je souligne. C'est divisé en 2 parties, les stratégies opérationnelles et les deuxièmes par maladie et topics de santé. Donc voilà, en conclusion, je veux souligner que l'énorme travail, parce qu'il y a du perturbation des services pour le VIH, mais aussi pour la santé, on doit le voir dans ce contexte, c'est livraison des services et médicaments, mais aussi la capacité dans les cliniques, et troisièmement, les accès de la population aux services de santé. Actuellement, sous traitement, l'impact était beaucoup modéré pour l'énorme travail dans les pays. Les nouvelles personnes mises sous traitement, on voit un impact important. Et les tests et les autotests, un impact important, mais aussi des innovations avec les autotests. Et dernièrement, je veux remercier tous les gens dans les pays pour les réponses qui sont très immédiates, c'est moi, mais aussi qui fait un pistage plus long terme pour la maintenance des services VIH et santé, mais aussi pour les services plus directs et plus communautés et simplifiés, qu'on sait que dans le long terme, c'est important pour l'impact contre le sida et contre le COVID. Merci. Très bien. Un grand merci, Daniel, pour cette présentation. On voit l'importance considérable des enjeux du Covid en tant que maladie, mais aussi de ses répercussions sur l'organisation générale des systèmes de santé. Alors, on va prendre un court temps de débat pour avoir le temps de passer les autres vidéos. Si on a encore un peu de temps, on finira par une discussion générale. Mais donc, on va discuter un tout petit peu de ces 2 présentations. Nous avions des questions ici que je vais poser à Stéphanie qui s'inscrivent précisément dans le problème de la filiation stratégique VIH-Sida, Covid-19 et notamment les questions qui nous sont posées, c'est en quoi la gestion de la pandémie SIDA peut-elle ou doit-elle aider à la gestion de la crise Covid-19 ? Alors, merci beaucoup, Gilles, pour cette question. Je voulais juste peut-être insister sur le fait que, donc, en tant que coordinatrice du think tank Santé mondiale 2030, je voulais dire qu'on est tous absolument ravis du coup de notre participation du coup à
cette conférence. Alors du coup, en quoi est-ce que finalement la gestion de la pandémie du sida peut aider à la gestion de la Covid? Alors il me semble qu'il y a peut-être 3 grands types d'éléments sur lesquels la réponse à la Covid peut s'appuyer. Je pense en premier lieu peut-être justement cette expérience qu'a la lutte contre le sida, du travail en collaboration au niveau international, véritablement au niveau mondial. Donc que ce soit la collaboration entre les grandes initiatives en santé mondiale et les agences des Nations Unies, mais aussi la mise en place de fonds communs, typiquement, qui font partie des expériences qu'on peut tirer de la lutte contre le sida. Donc c'est un premier élément. Autre élément de la lutte contre le sida sur lesquels on peut s'appuyer dans la réponse à la crise Covid, il me semble que c'est avant tout les personnels de santé, évidemment, qui sont en première ligne et qui sont souvent les mêmes. Alors évidemment, personnel de santé des services des maladies infectieuses, qui sont évidemment directement impliqués, mais aussi de manière plus générale, je pense à tous ceux qui travaillent sur de la coordination, typiquement Jean-François Delfrécy, par exemple, me semble assez emblématique finalement de cette génération de personnes qui ont travaillé sur la lutte contre le sida et qui aujourd'hui remobilisent leurs compétences en fait dans la crise contre la Covid-19. Donc en tout cas, il y a là quelque chose de l'ordre du savoir-faire, que ce soit en matière de recherche, en matière de travail en collaboration, en matière de mobilisation sociale, il me semble, qui sont extrêmement intéressantes. Et puis enfin, un troisième élément peut-être de la lutte contre le sida sur lequel on devrait s'appuyer plus encore certainement, c'est tous ces réflexes que nous ont donnés la lutte contre le sida, l'attention aux plus vulnérables notamment, qui est évidemment une question centrale, tout ce qui concerne aussi le fait que les comportements de la population finalement sont complètement déterminants pour la trajectoire de la pandémie, tout comme il l'était pour le VIH-Sida, d'où l'importance aussi de ces questions de démocratie sanitaire qu'on a déjà évoquées tout à l'heure et qui sont à mon avis une grande leçon de la lutte contre le sida qu'on pourrait davantage utiliser contre la Covid. Absolument. Merci Stéphanie. Et la mobilisation que nous faisons à travers Afravi va complètement dans ce sens-là. Alors, merci aussi Daniel Lobir d'être avec nous pour ce débat. On a entendu donc ces répercussions sur toute une série de points, les approvisionnements en ARV, le dépistage, le roll-load, la charge virale. Et on a entendu aussi en plénière, je dis pour ceux qui voudraient revoir les choses en replay, Meg Doherty aussi nous évoquer ces questions ce matin. Alors, finalement, face à ce constat, j'ai envie de dire qu'il est mitigé, c'est-à-dire que c'est pas si grave, mais quand même c'est préoccupant. Qu'est-ce qu'il va falloir renforcer en priorité? Je pense à 2 sujets majeurs qui ont été évoqués comme étant les 2 sujets les plus impactés par le Covid. C'est le dépistage d'une part, et c'est l'accès à la charge virale, qui est un élément absolument fondamental pour suivre la qualité du traitement et ne pas laisser les gens sous un traitement inefficace qui induirait des résistances, etc. Comment vous, du point de vue de l'OMS, vous voyez une capacité à pallier à ces problématiques du dépistage, peut-être avec les autothèses d'ailleurs, dont on a parlé aussi ce matin, et aussi sur cette question cruciale dont Afravi fait un de ses chevals de bataille, c'est la charge virale. Donc, merci beaucoup. Je veux d'abord juste souligner qu'il y a un énorme stress sur les services de santé dans ces pays. C'est lié à la livraison des drogues, mais aussi un stress sur les personnels de santé et puis accès communautaire aux services. Donc, en point de vue, on a un énorme stress sur les systèmes. Et c'est très important de le voir d'abord en continuation de tous les services de santé qui sont très importants. Nous connaissons bien dans ces pays en Afrique. Hein. Donc, on le souligne. Mais comme Stéphanie l'a dit, il y a aussi des particularités pour les réponses qu'on a fait sur le sida qui nous a mis un peu aussi dans une bonne position. Et il y a 2 choses. Une, on a commencer une politique d'être un peu plus flexible dans la livraison de drogue, en plus long terme, et aussi utiliser les filiales de communauté et de toutes les ressources qu'on a bien plus mobilisées en Afrique pour pouvoir faire une continuation de ces services. Et on voit au début le remarquable travail dans ces pays, hein, qu'ils ont plus de stock au niveau national parce qu'ils ont vraiment accéléré accès et des gens qui étaient les patients déjà sur le sida pour protéger cette continuité des services. Donc, ces 2 recommandations très importantes pour la continuation des services de santé et aussi certaines innovations qu'on voit très fort dans les systèmes de public en Afrique
pour la continuation du traitement du sida. Mais comme vous avez dit aussi, on a partout des problèmes de continuité de service et aussi des innovations qu'on doit aussi pouvoir mobiliser pour le faire. Vous avez dit la qualité du traitement, c'est très important. Et puis le dépistage. Et si on voit dans les données, on voit l'effet, c'est sur le dépistage, une réduction, et aussi sur les nouvelles personnes qui commencent le traitement. Donc, là, on a quelques innovations, quelques pays, les orthotests sont beaucoup plus importants, ils communiquent beaucoup plus directement avec des gens malades, par téléphone, par les organisations communautaires. Donc, il y a tout un énorme travail, pas juste pour continuer des services, mais aussi, comme vous dites, dépistage, les innovations, et puis garder sur le moyen terme, le long terme, et c'est un énorme travail cette année, l'année prochaine, la qualité des services. Mais on voit aussi en même temps, et j'essaie de le dire dans la conclusion, on voit aussi les innovations qui vont nous aider aussi au plus long terme, d'avoir une approche peut-être cliniquement un peu moins complexe, un peu plus simplifiée pour le dépistage, pour le traitement, pour la qualité du traitement, et aussi mobiliser tous les ressources de santé. Et ça veut dire l'énorme travail aussi de réponse communautaire, qu'on sait est très, très important pour l'impact pour le sida, mais aussi probablement pour combattre le Covid. Très bien. Merci beaucoup, Daniel. On pourrait longuement prolonger le débat, mais il faut que nous tenions dans l'horaire. Et donc, nous allons devoir passer aux deux dernières présentations de ce symposium. On aura, je pense, quelques minutes encore pour débattre tout à l'heure. Merci beaucoup, Daniel, et à l'OMS de nous accompagner, d'être toujours fidèles dans ces engagements partagés. Alors, c'est un très grand plaisir pour moi maintenant d'introduire Louis Pissarro. Louis Pissarro, qui il y a peu de temps a rejoint United comme chargé de projet, particulièrement sur le développement des projets VIH, mais aussi hépatite C. Et voilà, c'est un grand plaisir parce que nous avons arpenté l'Afrique ensemble, Louis notamment dans l'émergence de l'association Soltis pendant plusieurs années. Et Louis a beaucoup œuvré pour faire de Soltis cette association aujourd'hui très entendue et très active, et on l'a aussi entendu ce matin dans les sessions. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, ce que Louis va nous présenter, c'est ce projet ACTA, qu'il va piloter avec l'appui d'United. J'ai oublié de dire aussi qu'il est cofondateur du think tank Santé mondiale 2030. Voilà, un acteur très engagé sur tous les terrains. Louis, c'est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Pissarro, je suis chef d'équipe à United. Je suis ravi donc de vous parler aujourd'hui sur le nouveau partenariat ACTA pour développer des outils contre l'épidémie de Covid-19. Je voudrais, avant de commencer, remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette conférence à Fradi, que je considère comme un moment très important pour notre communauté francophone, et remercier en particulier Gilles Brucker pour l'organisation de ce symposium et d'avoir eu l'amitié donc de me proposer de venir vous présenter aujourd'hui qu'est-ce que c'est que ce partenariat ACTA. Alors, avant de passer directement sur le partenariat, je voudrais vous dire juste un petit mot rapide sur United, pour ceux qui ne connaissent pas. United est une agence qui a été créée en 2006 et qui a comme objectif de travailler très spécifiquement sur l'accès dans les pays à moyen et faibles ressources, à l'innovation en santé. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui produisent cette innovation, des universitaires, des biotech, des industries pharmaceutiques, et il y a pas mal d'acteurs qui travaillent au niveau du terrain pour distribuer aux patients, aux malades, cette innovation-là.
Mais il existe entre ces deux aspects-là quelque chose de très important qui est la chaîne de valeur de cette innovation qu'il faut construire, travailler sur la qualité de ces produits et les préqualifier, travailler sur le prix, négocier avec les producteurs, travailler sur la propriété intellectuelle, sur les marchés pour faire en sorte que cette innovation soit distribuée à un prix abordable, travailler sur les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de distribution au niveau des pays et travailler notamment avec ceux qui vont les utiliser, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes et les associations, les patients eux-mêmes, pour voir quelle est la meilleure façon de rendre accessible au plus grand nombre cette innovation-là. Donc ça, c'est le sujet sur lequel travaille spécifiquement United. Je voulais aussi vous montrer comment notre paysage de la santé mondiale a évolué ces dernières années, très marqué par le VIH au début des années 2000. On a vu l'apparition d'un grand nombre d'acteurs comme le Fonds mondial, comme United, au niveau des pays comme PEPFAR aux États-Unis. Et vous voyez que cela a entraîné aussi une grande augmentation des budgets disponibles pour la santé. Donc, on a vécu une époque très favorable entre 2000 et 2010. Depuis, pour des raisons à la fois de crise économique et d'évolution des priorités de l'agenda avec les objectifs de développement durable, on voit que les choses ont changé. Les financements sont moins importants, enfin restent en tout cas, disons, très constants. Et on voit surtout que plutôt que de créer des nouveaux organismes, la communauté internationale crée des réseaux, crée des partenariats, des initiatives, à la différence de ce qu'on a pu faire ces 15-20 dernières années. Et c'est dans ce contexte que lors de l'apparition de l'épidémie de Covid-19, la communauté internationale a décidé de lancer ACTA, qui a comme objectif d'accélérer l'accès à des outils de lutte contre la Covid, qui sont donc les vaccins, les traitements et les diagnostics. Et ça a été vraiment une initiative politique forte avec des pays comme la France qui se sont engagés dessus, avec des organisations comme la Commission européenne qui a aussi énormément pesé sur la balance là-dessus, mais aussi avec des acteurs comme l'OMS, bien entendu, qui coordonnent le tout, et avec des acteurs privés comme la Fondation Bill et Melinda Gates. United a aussi pris un engagement très important, que ce soit sur les traitements et sur les tests, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Le schéma, encore une fois, ce n'est pas une nouvelle organisation avec un secrétariat, avec des salariés, pas du tout. C'est un réseau, une organisation de ces acteurs-là autour d'un conseil politique qui donne, disons, les grandes orientations et qui aide à la mobilisation des ressources financières, un pilotage, un support, notamment par l'OMS de cette initiative, et ensuite 3 piliers, vaccins, traitements et diagnostics, qui vont travailler à l'accès de ces outils-là, et un connecteur, comme on l'appelle, sur les systèmes de santé pour s'assurer qu'ils sont correctement appuyés pour permettre l'arrivée dans les pays de ces outils. Encore une fois, vous le voyez ici avec les différentes organisations existantes qui ont pris leur part là-dessus, CEPI et Gavi sur le vaccin, United avec Wellcome Trust sur les traitements et FIND, le Fonds mondial sur le diagnostic. La Banque mondiale joue un rôle aujourd'hui important sur les systèmes de santé et l'OMS en matière de coordination. La logique derrière tout ça, c'était de se dire qu'il fallait intervenir à différents niveaux, que ce soit sur la transmission, sur le développement de formes symptomatiques légères ou des formes graves. Et pour cela, les outils vont être développés et puis mis à disposition pour permettre vraiment d'agir à tous les différents niveaux de la transmission et du développement de la maladie. Des objectifs très ambitieux, que ce soit sur les tests, que ce soit sur les vaccins ou sur les traitements, et une logique qui s'applique à ces 3 outils-là, sur la recherche et développement, sur tout ce qui est la production, l'achat, distribution, jusqu'à l'arrivée au niveau des pays. Un
programme et un budget ont été développés que vous pouvez aller consulter en ligne. Et je voudrais juste attirer votre attention aujourd'hui sur deux enjeux. D'abord, l'enjeu financier. Les besoins aujourd'hui sont énormes pour s'assurer que tous les pays, et notamment ceux qui ont les ressources les plus faibles, vont pouvoir avoir accès à ces outils-là. La communauté internationale a fait un premier geste, comme vous le voyez ici à gauche, et nous sommes encore loin d'avoir atteint les besoins qui existent réellement, donc une mobilisation reste de mise. Et au niveau des vaccins, il y a beaucoup de travail qui a été fait au niveau de certains pays qui ont aujourd'hui des ressources pour sécuriser des doses de vaccins, mais il reste un gros travail encore à fournir pour s'assurer que les pays, encore une fois, qui ont moins de ressources pourront eux aussi avoir accès à ces vaccins. Alors, je vais attirer rapidement votre attention sur deux de ces partenariats. Tout d'abord, le partenariat thérapeutique. Il nous importe de pouvoir travailler à différents niveaux, que ce soit sur la prévention, que ce soit sur les maladies qui vont être avec des symptômes légers ou modérés, et évidemment avec les formes graves de cette maladie. Donc, ça va être des approches thérapeutiques différentes. On va réfléchir sur à la fois des médicaments qui existent déjà, comme la dexaméthasone, et pour lesquels aujourd'hui la recherche nous a montré qu'il y avait des réelles indications chez les formes sévères et dans les patients qui étaient hospitalisés, qui avaient besoin notamment d'oxygène, par exemple. L'unité de travail, non seulement pour sécuriser des doses dexaméthasone dans les pays en développement, mais aussi travaille sur l'accès à l'oxygène. C'est très important, cette dualité-là. Et des médicaments aujourd'hui qui sont en train d'être développés. Les plus prometteurs sont les anticorps monoclonaux sur lesquels on espère très vite pouvoir avoir des résultats concluants et pouvoir donc travailler avec les firmes pour les rendre accessibles dans les pays qui en ont le plus besoin. Donc, vous voyez déjà un certain nombre de réussites sur cet aspect-là et évidemment beaucoup de choses qui restent encore à faire. Au niveau des diagnostics, là aussi, la communauté internationale s'est mobilisée, comme vous le voyez ici, de manière très importante, que ce soit sur la recherche, sur l'intervention au niveau des marchés, sur l'achat et au niveau des pays, notamment avec nos partenaires africains et en Amérique latine. Aujourd'hui, il y a un succès majeur autour des tests rapides antigènes pour lesquels non seulement on a réussi très vite à les rendre disponibles et à sécuriser des doses dans les pays, mais pour lesquels aussi on a travaillé pour faire en sorte que la sensibilité, la spécificité soit de qualité suffisante pour pouvoir les utiliser en toute confiance. Beaucoup de groupes travaillent là-dessus et on espère donc que des volumes conséquents vont être disponibles au niveau des pays très prochainement. Et bien entendu, cela entraînera aussi des baisses de prix sur ces tests qui les rendront donc du coup encore plus accessibles. Voilà, donc je vais conclure en disant que vraiment ce qui compte, c'est penser avant tout aux personnes, patients, aux usagers du système de santé. Et c'est pour cela que ce soit au niveau des vaccins, que ce soit au niveau des tests, que ce soit au niveau de la prévention et des traitements, le dispositif ACTA met tout en œuvre aujourd'hui pour faire en sorte que les pays aujourd'hui qui en ont le plus besoin puissent être aussi en première ligne sur cette réponse. Et je pense que c'est vraiment le devoir de la communauté internationale que de le faire. Voilà, merci beaucoup pour cette invitation. Encore une fois, je me rendrai disponible évidemment pour répondre à toutes vos questions. Un grand merci, Louis. Nous mesurons combien cet engagement d'United est fondamental dans le sens de l'accès et le renforcement à l'innovation. On en reparlera, je pense, dans la discussion. On va prendre un temps de discussion après la dernière présentation. Donc, Louis, tu restes connecté avec nous, s'il te plaît. Et c'est un grand plaisir maintenant pour moi d'introduire le professeur Fatou Bintou Sarr de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, mais qui exerce actuellement comme professeur d'université à l'université de Thiès. Le professeur Fatou Bintou Sarr est chercheur aussi à l'unité mixte internationale environnement, santé et société.
Elle est directrice adjointe du Centre d'excellence Agir et directrice d'une école doctorale à Thiès. Donc, son engagement scientifique est fondamental et elle développe un projet extraordinairement important pour mobiliser, rassembler, dynamiser la recherche sur tous ces sujets en Afrique au sein d'un projet qui s'appelle African Life Story of COVID-19. Et c'est cette mobilisation dont elle va nous parler en présentant son projet. On peut envoyer la vidéo et ensuite nous aurons un petit temps de discussion. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par adresser mes vifs remerciements au comité d'organisation et au comité scientifique de la conférence internationale francophone AFRA-VIH de nous donner l'opportunité de présenter aujourd'hui notre projet African Life Story of COVID-19 ou Also COVID-19. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que vous le voyez. Donc, notre projet African Life Story of COVID-19 ou Also COVID-19 est un projet qui est porté par le programme thématique de recherche en santé du CAMES et je suis moi-même le coordonnateur scientifique du projet. Alors, le contexte qui nous a amené à rédiger et à mettre en œuvre ce projet, c'est l'apparition depuis décembre 2019 à Wuhan en Chine d'un nouveau coronavirus qui a été appelé SARS-CoV-2. Et ce coronavirus est responsable d'une pandémie puisqu'à l'heure actuelle, nous comptons plus de 44 159 000 cas et que ce coronavirus peut être responsable de signes relativement bénins, simulant un syndrome grippal, ou de signes beaucoup plus graves responsables d'une défaillance multiviscérale pouvant mener au décès. Et ce nombre de décès est très important partout dans le monde, puisque à l'heure actuelle, plus d'1 169 000 décès ont pu être malheureusement comptés. Alors, devant cette pandémie, le CAMES a mis en œuvre tous ces programmes thématiques de recherche pour leur demander de réfléchir à une riposte face à la pandémie à COVID-19. Alors, le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est une instance de conseil des États en matière d'enseignement supérieur et de recherche, mais c'est également une instance d'évaluation des enseignants, chercheurs et de chercheurs de 19 pays d'Afrique, dont Madagascar. Et il a organisé ces chercheurs en réseau intitulé Programmes thématiques de recherche, qui sont au nombre de 12. Ces réseaux visant à mettre en synergie les chercheurs afin de mutualiser les connaissances et les compétences, mais également afin d'optimiser l'utilisation des plateaux techniques de recherche qui sont disponibles. Et le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, avait mis à disposition du CAMES un fonds destiné à soutenir la recherche, qui est le fonds Macky Sall pour la recherche, donc, et dont la première édition a été mise en jeu cette année devant l'apparition de la pandémie à COVID-19. Et c'est ainsi que le CAMES a décidé de soutenir, grâce à ce fonds, un projet innovant porté par un PTR du CAMES et visant à lutter contre la pandémie à COVID-19. Alors, le PTR Santé, devant la mise à disposition de fonds, a regardé un peu le contexte de la pandémie en Afrique et on a pu observer que ce soit les cas cumulés, que ce soit les cas actifs, que ce soit pour l'incidence de la maladie ou pour la létalité de la maladie, le profil qu'on pouvait voir globalement en Afrique était différent de celui qu'on pouvait observer dans les autres pays du monde. D'autre part, quand on a regardé un peu en termes de recherche, le nombre de publications qui étaient faites sur la pandémie à COVID-19, on voit qu'il y a vraiment un bouillonnement de la recherche, puisque de décembre à maintenant, plus de 68 000 publications ont été faites sur la pandémie à COVID-19. Mais cela contraste avec une pauvreté des publications en ce qui concerne l'Afrique, puisque moins de 2% des publications scientifiques sur la COVID-19 ont été faites sur l'Afrique. Et quand on regarde de près, ces publications n'ont pas été faites par des Africains. Et donc, le PTR Santé s'est proposé de mettre en place le projet Also COVID-19 qui a pour objectif général de mieux comprendre la dynamique épidémiologique, clinique, socio-économique, démographique,
génomique immunitaire de la COVID-19 et d'en tirer des leçons pour accroître la résilience de l'Afrique face aux maladies émergentes. Alors, nous avons organisé notre travail en 6 groupes de tâches intitulés Work Package, chaque Work Package ciblant un aspect particulier de la recherche sur la COVID-19. Donc, c'est un projet qui est fédérateur, qui est pluridisciplinaire, puisqu'il est porté, il est vrai, par le PTR Santé du CAMES, mais le PTR Santé a tenu à fédérer autour de lui les autres PTR, notamment celui sur le changement climatique, sur la pharmacopée, la médecine traditionnelle, les sciences sociales, l'éthique. Et ce qui fait que dans chaque work package, nous avons plusieurs spécialités différentes, des médecins, praticiens, infectiologues, des médecins, épidémiologistes, des pharmaciens, des géographes, des informaticiens, afin d'avoir vraiment une vision holistique de la pandémie. Et chaque site d'exécution d'un work package est choisi en fonction du plateau technique disponible. Alors, le projet en lui-même était un projet très ambitieux qui voulait être mené dans les 19 pays, mais les fonds disponibles mis à notre disposition ne permettant pas de mener les travaux dans tous les pays, nous avons ciblé des pays pilotes où le protocole sera exécuté. C'est ainsi que le Work Package 1 sera déroulé au Mali, le Work Package 2 au Bénin, le Work Package 3 au Burkina Faso, le Work Package 4 au Gabon, le Work Package 5 au Sénégal, en sachant que le Work Package 6 est celui qui concerne la gouvernance du projet. Alors, pour ce qui est du Work Package 1 qui s'intéresse à l'évaluation des caractéristiques épidémiologiques, cliniques, immunologiques de l'infection SARS-CoV-2 avec le cas du Mali, ce Work Package est coordonné par le professeur Safiatou Nyari-Dumbo du Mali et les données socio-culturelles économiques sont recueillies par entretien, les données cliniques par étude de dossier et il y aura des prélèvements sanguins qui vont permettre de doser les anticorps et de mener un profil immunologique des sujets, notamment au Mali. En ce qui concerne le Work Package 2, qui concerne les déterminants environnementaux, socioculturels, économiques et démographiques de la COVID-19 en Afrique, notamment au Bénin, celui-ci est coordonné par le docteur Marius Kedoté de l'Institut de recherche en santé publique du Bénin. Et il s'agit en ce moment de recueillir les données socioculturelles par un questionnaire, ensuite d'analyser les réactions sociales face aux stratégies de riposte également par un questionnaire, et ensuite d'analyser les données environnementales et démographiques disponibles et de les corréler à l'épidémiologie de la pandémie au Bénin. Pour ce qui concerne le Work Package 3, qui s'intéresse à la caractérisation génomique du virus, notamment ici dans plusieurs pays, Sénégal, Mali, Bénin, ce Work Package est co-coordonné par le professeur Athanas Badolo du Burkina Faso et Luc Diokbenou du Bénin. Il s'agira de faire un séquençage classique sur les échantillons provenant de différents pays et les analyses devront être faites dans le laboratoire de biologie moléculaire et de génétique du professeur Jacques Simporé du Burkina Faso. Le Work Package 4, quant à lui, s'intéresse à la surveillance des coronavirus chez les animaux domestiques. Notamment ici, nous nous intéresserons aux animaux de ferme et aux animaux de compagnie au niveau du Gabon. Alors, ce Work Package est coordonné par le professeur Gaël Maganga du Centre international de recherche médicale de Franceville du Gabon. Et donc, il s'agira de faire des prélèvements dans différentes muqueuses chez les animaux et de rechercher la présence du coronavirus, du SARS-CoV-2, mais également d'autres coronavirus au niveau de ces prélèvements. Le Work Package 5, qui s'intéresse à la gestion, à l'analyse et à la valorisation des données, est coordonné par le professeur Idrissa Sarr de l'Université Cheikh Anta Diop du Sénégal. Et donc, il s'agit de concevoir et de développer un système d'information intégré de gestion des données du projet, mais également de gestion de données sur la pandémie. Et donc, cela se fera sous la forme de différentes boîtes de coopération, notamment une Copbox qui permet vraiment de gérer le projet, une Visiobox qui permettra de colliger les données existantes dans nos différents pays, de les mettre à disposition du grand public après les avoir analysées.
Et donc, le Work Package 6, quant à lui, s'intéresse à la gouvernance générale du projet. Donc, il est coordonné par moi-même. Et donc, il s'agit ici de garantir le périmètre spatio-temporel et la qualité de l'exécution du projet Also Covid-19 grâce à une planification, au suivi et évaluation, à une communication de qualité. Et donc, ce projet est actuellement en train d'être déroulé. Plusieurs work packages ont déjà débuté leur mise en œuvre. Nous avons déjà obtenu l'avis éthique et scientifique de plusieurs pays, notamment du Bénin et du Mali, pour ce qui est de certaines données. Et donc, nous espérons qu'à la fin de ce projet, qui doit se dérouler sur 18 mois, nous pourront disposer de données fiables, spécifiques à notre contexte sur la pandémie, et ces données devront être publiées, bien entendu, parce que nous comptons avoir de nombreuses publications, ce qui va permettre de mettre en place des outils d'aide à la décision éclairée pour la prédiction, la riposte contre cette pandémie-ci et contre les autres pandémies qui pourraient intervenir et finalement contribuer à l'amélioration de la santé de nos populations. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Voilà, un grand merci au professeur Fatou Bintou pour l'exposé de ce projet qui est vraiment remarquable, qui est très passionnant, qui pose sûrement des questions. Nous avons quelques minutes pour débattre avant de conclure. Alors, peut-être je vois Louis qui est en ligne. C'est intéressant parce que ces deux projets qui sont différents par leur nature, en fait, quelque part, sont deux projets qui visent à rassembler, à dynamiser, à répondre à des questions en fait multiples. Et concernant ACTA que tu nous as présenté, Louis, moi j'avais deux questions. Premièrement, sur le choix des pays qui rentrent dans ce projet. Est-ce qu'il y a des modalités particulières, des choix particuliers pour identifier qui vient dans le projet ou en fait tous les pays pourraient s'impliquer dans ce projet ACTA? Et au sein de la diversité des objectifs, y a-t-il alors, de ton point de vue, compte tenu de ton expérience importante, des vraies questions prioritaires sur lesquelles ACTA doit pouvoir apporter des réponses? Merci Gilles et encore une fois, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis toujours ravi d'être à l'AFRAVI depuis, je pense, la première conférence, donc c'est avec grand plaisir. Deux questions. Donc la première, alors il y a les pays aujourd'hui qui sont rentrés dans ce conseil ACTA qui donne les orientations politiques. Donc eux, ils vont jouer un rôle aujourd'hui de pilotage, on dit en anglais de stewardship de cette initiative. Et on va retrouver principalement les pays de l'OCDE, mais aussi des pays comme l'Afrique du Sud qui en font partie. Et puis ensuite vient la question, je pense que tu posais, c'est les pays qui vont bénéficier de l'arrivée des vaccins, des diagnostics et des traitements. Et c'est là ce qui est très intéressant, et je pense Stéphanie l'a dit aussi au début, c'est qu'on est en face d'une stratégie de santé mondiale parce que ce n'est plus le Nord qui vient aider le Sud. On a pris conscience que la Covid aujourd'hui nous touche tous. Et donc, c'est ensemble, tous les pays de la planète, qu'on doit se mobiliser pour ces outils-là. Là où il va y avoir une différence, ça va être sur comment les producteurs, l'industrie pharmaceutique, va mettre à disposition les brevets pour qu'un certain nombre de pays accèdent aux traitements, aux vaccins, aux tests diagnostiques à des prix préférentiels. Donc, je pense que c'est la seule différence qu'on a pour l'instant, parce que sinon, par exemple, les tests antigéniques, l'avantage, c'est qu'ils sont aujourd'hui accessibles à tous. Et ça, c'est très important. Pour la deuxième question que tu évoquais tout à l'heure, qui est sur comment on va faire face à ces différents aspects, je pense que, mine de rien, on a quand même trois outils clés, vaccin, diagnostic, traitement. Et il y a un quatrième pilier, tu sais, qui s'appelle connector, et qui avait comme objectif de connecter ces trois piliers pour faire en sorte que le système de santé aujourd'hui dans les pays soit renforcé et intègre ces trois éléments-là. Donc, c'est
finalement assez orienté sur les outils Covid, vaccins, traitements, diagnostics, et comment préparer les pays à pouvoir les intégrer dans leur système de santé. Merci Louis. Stéphanie, une réaction? Peut-être une réaction et une question, Louis, sur la place du renforcement des systèmes de santé, qui, on l'a vu, est une forme de connecteur finalement entre les différents piliers. De fait, en fait, qu'est-ce qui pourrait être fait au sein d'ACTA en termes de renforcement des systèmes de santé? Alors, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de débats autour de cette notion de système de santé parce que ACTA n'a pas comme objectif d'appuyer l'ensemble des activités de renforcement de système de santé que l'OMS va par exemple essayer de promouvoir. Donc, comment peut-on séparer ce qui serait spécifique à ACTA et ce qui serait hors ACTA, hors Covid? Ce n'est évidemment pas simple. Alors, dans ce connecteur, il y a eu deux orientations. Une première qui était de dire on va mettre la priorité sur des outils qui viennent protéger les soignants, hein, ce qu'on appelle les fameux PPEs en anglais, hein, tout ce qui est masque, blouse, etc. Donc, on s'est dit ça, c'est une priorité. Et deuxièmement, on s'est dit on va travailler sur ce qui est la partie oxygène. On avait besoin d'avoir une infrastructure autour de l'oxygène, du fameux test d'oxymétrie de pouls. Donc ça, c'est deux éléments, je dirais, très techniques sur lesquels on a mis l'accent. En parallèle de ça, on a appelé, alors tout ça est fait en anglais, je suis désolé, mais ce qu'on a appelé les enablers, toutes les activités qui allaient venir renforcer le système de santé, donc tout ce qui est formation des ressources humaines, tout ce qui concerne le financement des services de santé, tout ce qui concerne la chaîne d'achat et de distribution des médicaments. Et là, différents partenaires, la Banque mondiale, l'UNICEF, le Fonds mondial, sont en train de mettre en place des actions spécifiques pour faire en sorte que les tests, les vaccins et les traitements puissent arriver dans les pays. Très bien, merci beaucoup Louis pour toutes ces précisions. Alors, je voudrais, dans les quelques minutes qui nous restent, demander au professeur Fatou Bintoussa sur ce projet qui vient de commencer, je crois, donc on ne peut pas encore vraiment analyser des résultats, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura des résultats. Mais parmi les work packages qui sont tous très importants, je me suis posé des questions sur ce qui va être les données environnementales et socio-culturelles. Vous êtes très spécialisé dans l'analyse aussi de l'environnement, de la santé, de la société. Comment vous voyez cette analyse de cet environnement social et culturel? Quelles sont peut-être les variables clés ou fondamentales qu'il faut intégrer dans ce projet pour mieux comprendre cette épidémie en Afrique? Alors, mon micro est allumé, j'espère. Oui. Ok. Donc, alors on travaille avec des géographes de la santé parce qu'il est vrai qu'en voyant quand même le profil général de la pandémie, il est évident que les questions climatologiques influent autant sur la propagation de la maladie que peut-être sous les formes qui peuvent être observées. Donc, on travaille avec les géographes de la santé qui vont quand même évaluer l'impact du climat, notamment la température, etc., sur l'incidence de la maladie, mais également sur le plan social. Nous avons été interpellés très tôt par les mesures qui avaient été prises en place par les États pour lutter contre la pandémie. Parce que tout le monde le sait, en Afrique, notre habitat, notre mode de vie est différent de celui qu'on peut observer en Occident. Le fait de confiner des familles africaines de 50 personnes peut ne pas être une réponse adaptée pour lutter contre la transmission de la pandémie. Donc, il est important également qu'on sache comment notre environnement social a pu influer sur la transmission, comment est-ce que ces mesures ont pu également modifier le profil que la pandémie aurait pu avoir. Donc, il y a certains paramètres clés qui vont être étudiés, sur le climat, notamment la température, etc. Et sur le plan social, quels ont pu être l'impact des mesures et quel est l'impact de notre mode de vie et de notre mode de pensée sur la pandémie, notamment par des spécialistes des sciences sociales qui vont travailler dans ce domaine-là.
Merci beaucoup, Fatou Bintoussar. C'est un projet que je trouve passionnant. J'aurais aimé qu'on ait le temps d'en discuter plus longuement, mais ce sont un peu les contraintes et les impératifs qu'il faut absolument respecter. Mais d'ores et déjà, je pense que vous avez une invitation à une prochaine réunion, colloque à Fravi, pour nous partager les résultats, parce que je suis sûr qu'on va beaucoup apprendre avec ce formidable travail dont vous assurez la gouvernance. Malheureusement, donc, il faut clore le débat maintenant. Et donc, un grand merci à tous les deux et à tous les autres intervenants. Je vais simplement garder une dernière minute pour un tout petit mot de conclusion. Voilà, donc c'est l'heure de conclure, mais évidemment, tout n'a pas pu être dit. Je voudrais d'abord remercier tous les intervenants, parce que je crois qu'on a eu une session absolument passionnante et beaucoup de questions qui ont été posées n'ont pas pu avoir de réponse dans le temps imparti. Mais nous allons nous organiser pour répondre à toutes les questions. Si nous avons les mails, nous ferons les réponses. Je voudrais juste souligner combien, dans ce débat, 4 points me semblent à mettre un peu en exergue. Le premier, j'ai envie de dire, c'est la place des citoyens. Jean-François Delfrécy en a beaucoup parlé, Stéphanie en a parlé. On voit bien qu'on ne peut plus, face à ces situations aussi graves, aussi problématiques, construire une politique sans la participation citoyenne. Nous avions tiré cette leçon du VIH. Nous ne pouvons pas nous en passer avec la Covid-19. Et donc là, c'est un premier point qu'il faut mettre en exergue. Je voudrais aussi souligner l'importance de la place de l'innovation. Il va falloir innover dans les organisations, il va falloir innover dans la recherche. Louis en a parlé avec le projet d'United, et c'est évidemment quelque chose auquel nous, on souscrit beaucoup à Fravi. Renforcer l'innovation et partager l'innovation. Souligner aussi la place de la mobilisation collective. Là aussi, comme nous l'avons connu pour le VIH, il faut une mobilisation citoyenne, bien sûr, on l'a dit, mais il faut une mobilisation de tous les acteurs de santé, et Christine Kaplama l'a dit dans son introduction à la conférence hier, et il faut aussi une mobilisation avec les professionnels de santé, les citoyens, des décideurs politiques, et l'exposé de Jean-François a montré que ça pouvait être difficile, ça pouvait être compliqué, mais ça ne peut pas ne pas se faire, et c'est comme ça que les choses avanceront. Et puis, bien sûr, le 4e point, c'est la place de la communauté internationale. Il faut des moyens consacrés à la santé. Nous sommes là face à un immense défi, non seulement sanitaire, mais également économique. Nous n'avancerons pas si les moyens ne sont pas débloqués, bien sûr, mais aussi les moyens au service de tous, parce que la santé, et c'est le principe fondateur de la santé mondiale, c'est que c'est une santé partagée par tous, et particulièrement pour les plus vulnérables. Voilà, donc nous avons tous ensemble ces défis devant nous. Eh bien, le fait que nous en parlions, que nous soyons ensemble, que nous en partagions les analyses, les expériences et les projets, me rend confiance dans l'avenir et sur notre capacité à surmonter cette énorme crise. Merci d'avoir été avec nous et puis évidemment, la conférence continue. Merci.